Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivés devant la cartographie du Vendée Globe. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne Marin Clausin, qui a travaillé plus de 2 ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Testés de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en IMOCA, les KF sont désormais disponibles en 4 versions pour tous les marins. À découvrir sur carversystems.com, chez les revendeurs ou au showroom de Lorient-la-Base. Bonjour Berlastam. Bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Nous sommes à Plouvien. Alors Plouvien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite bourgade sur la route entre Brest et les Abers, pour faire simple. On est dans un moulin, c'est ça, hein, c'est là où tu habites, dans un petit moulin. Il y a la rivière qui coule juste à côté. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, on est juste à côté de la CIL, qui a longtemps été le sponsor de Roland Jourdain et qui est installé juste là. Bernard, merci donc encore une fois de nous recevoir. C'est un plaisir. On n'est pas au milieu, on est en cours de Vendée Globe. Alors on enregistre un petit peu avant la diffusion, donc peut-être qu'il se passera des choses sur le Vendée Globe avant qu'on ait eu le temps de dire ouf. Toi qui as eu une longue histoire avec cette course, on t'a vu intervenir dans le live du Vendée Globe. Comment tu suis la course ? Quel regard tu jettes depuis ton moulin de Plouvien ? Quel regard tu jettes sur la course en ce moment, avant qu'on revienne bien sûr sur la manière dont toi tu l'as pratiqué sur plusieurs éditions ? Eh bien, je suis ça comme tout le monde en tant que spectateur. Hein. J'ai aucun lien avec aucune équipe précisément dans le travail, je dirais quoi. C'est du coup, c'est vraiment comme spectateur quoi. Alors je prends pas parce que j'ai fait plein de choses à côté, donc je prends pas trop le temps de regarder les vidéos, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Je fais pas Virtual Regatta parce que ça me branche pas trop de faire les trucs que j'aime. Je préfère le réel quoi. Voilà. Et donc un petit peu de la carto régulièrement quand même. Ouais, par contre, je suis la météo, je suis les trajectoires, je suis un peu ce qui se passe et ouais, je fais les positions souvent et puis en ce moment, il remonte l'Atlantique et là, je pense que ils doivent s'arracher les cheveux, je pense un peu quoi. Je pense que par contre, ça rend passionnant la course, hein, parce que il y a rien qui semble jouer quoi. Enfin, c'est pas un long sprint tout seul en tête quoi pour finir la course là. C'est encore une course quoi. Et c'est parti pour rester une course quand même encore un petit bout de temps. Il y a un ou des concurrents que tu regardes, que tu suis avec une affection un peu particulière ? Ouais, il y en a plusieurs. Il y a évidemment Piper, hein, qui navigue sur le bateau que j'ai construit. Super Bigou, ouais, et elle fait une super trajectoire, elle fait une belle course, quoi. Ouais, et puis après, c'est le plus vieux bateau de la flotte, et elle est en milieu de classement. Ouais, alors il y a un souci de safran, c'est un peu dommage, parce qu'elle est... Mais qu'elle a réparé. Ouais, c'est vrai. Et par contre, nous, quand on a pensé ce bateau-là avec Pierre Rolland, on n'a pas trop, c'était le début de la jauge IMOCA, hein, on n'a pas trop bossé le côté protection. Voilà, on a plutôt. C'est rien de le dire, quand on voit le cockpit, c'est rien de le dire. Ouais. Et du coup, ça peut être très sous-marin, quoi. Et puis, il n'y a pas de sas entre l'extérieur et l'intérieur, donc c'est soit t'es dedans, soit t'es dehors, quoi. Mais pour aller choquer, il faut s'habiller, quoi. Il est assez rude. On va revenir sur la saga de la construction de ce bateau qui a été un et puis grand après, épisode. les autres, il y a Jean avec qui j'avais couru la Barcelona World Race et gagné, ouais, bien sûr. Et sur le bateau avec lequel il court maintenant, ouais. Et puis après, il y a d'autres. Je trouve que Louis Burton, il fait une course super parce que il a eu plein de
truc dès le départ d'ailleurs. Et en fait, il est toujours remonté. En fait, il me semble que c'est le plus agressif dans la flotte, quoi. Alors peut-être qu'il a encore les moyens de l'être, quoi. Donc je sais pas. Et puis après, il y a évidemment en tête ce qui se passe en tête. Et puis un autre, c'est. Alors on enregistre, c'est Yannick Bestaven qui est en tête. Hein. Ouais. Yannick Bestaven. On espère que c'est encore le cas pour lui quand on diffusera. Je sais pas trop, quoi, mais. Ouais. Et puis après, il y en a un autre qui m'interpelle, mais c'est surtout au niveau du bateau, c'est Armel Tripon, parce que je pense qu'il a un vrai avion de chasse, quoi. Il est revenu à moins de 1000 milles. Hein. Il était. Alors les classements sont vraiment datés, mais au moment où nous enregistrons, il était à 880 000 de la tête de flotte, ce qui est vraiment incroyable. Ouais. Et je pense qu'il a vraiment beaucoup de soucis, quoi, parce que au début, il y a des vitesses incroyables, quoi. Et puis là, c'est plus le cas du tout, quoi. Et puis souvent, il a des vitesses inférieures à Clarisse avec qui il est proche, quoi. Et ouais, c'est pas normal, quoi. Voilà. Donc mais il s'accroche et puis il fait une belle course aussi. Hein. On découvrira tout ça à l'arrivée. Ouais. C'est fini ton histoire avec le Vendée Globe ou t'as encore des petites envies, c'est jamais fini vraiment. Alors le Vendée Globe, lui, il m'a occupé de. J'ai commencé c'était au départ du Globe 96. Alors on va y revenir, hein. on va avoir le temps d'explorer parce que ça t'a pris quasiment 20 ans de ta vie. Hein, mais, ouais, carrément, ouais. Mais après, c'est jamais fini, mais si j'ai l'occasion de refaire ça un jour, pourquoi pas, quoi. Mais pas comme j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Là, je me suis endetté très lourdement certaines fois et ouais, c'est pas raisonnable, quoi. Voilà. plus en mode aventure, quoi, la prochaine fois, avec un budget... Peut-être, ou même aventure... On voit qu'il y a plein de budgets, entre guillemets, aventure, qui font des très très belles trajectoires. Oui. Par contre, il y a plein d'autres aventures qui peuvent se faire. Hein. Je veux dire, c'est... Le Globe en mode aventure, je sais pas trop... Alors, en fait, j'ai fait déjà, quoi. En fait, c'était chaque fois une aventure parce que ça a jamais été finalement une course où j'ai pu me battre tout le long, quoi. Du coup, c'est devenu une aventure, quoi. Ça, c'est clair. On va revenir. T'as mis la barre assez haut à chaque fois en termes d'engagement sur cette course-là. Alors, Bernard, tu connais le principe d'Into the Wind. Enfin, je te l'expliquais juste avant. On va faire un grand flashback. On va retourner en Suisse quelques années en arrière. Alors, c'est ma période suisse parce que notre invitée précédente était Justine Métro. Donc, on va retourner sur le lac Léman. J'ai dit le lac de Genève à plusieurs reprises. Ouais, je me suis fait reprendre le lac Léman. Donc, nous allons à nouveau retourner sur le lac Léman une poignée de décennies en arrière où tout commence pour toi. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui es issu d'une famille où il n'y a pas forcément beaucoup de navigateurs, mais il y a un papa qui navigue quand même, il y a un papa qui a une petite passion pour la voile quand même sur le lac. Dis-nous comment tout ça commence. Ben, c'est comme ça, en fait. Mes parents ont toujours eu des petits bateaux sur le lac. Hein, Et puis j'ai appris parce qu'on m'a mis sur le bateau, quoi. Ils prenaient leurs enfants avec et comme il n'y avait pas énormément de sous, on faisait toutes les vacances sur le lac, voilà, tous les week-ends. Et puis après, il y a une particularité au lac Léman, c'est que c'est un grand lac, mais c'est quand même fermé, quoi. Je veux dire, du coup, les gens qui naviguent, quel que soit le bateau, ils font tous de la régate, quoi. Tous, grande majorité, quoi. Donc en fait, il y a un niveau de régate assez important. En fait, les gens, ils sont bons, quoi. Et chaque fois, j'ai appris à régater comme ça. J'ai pas appris à régater. Pas à l'école de voile, quoi, avec ton père. Avec tes parents. Ouais. C'était pas l'école de voile où tu commences, on te dit, ouais, tu peux pas aller contre le vent, faut tirer les bords, faut aller là, ça c'est à droite, ça c'est à gauche, tribord, bâbord, machin. J'ai pas appris ça, quoi. Donc après, j'ai appris parce que mes parents me prenaient avec, et puis finalement, tu développes un sens, quoi, de ce qui se passe, quoi, parce que le lac c'est compliqué, hein, parce qu'il y a combien de vents? Je crois qu'il y a chaque vent a un nom, hein. Ouais, il y a beaucoup, il y a des vents, il y a beaucoup de vents thermiques en fonction de la direction, hein. Ouais. Il y a des vents généraux, il y a la bise, le vent d'ouest, puis après il y a
il y a les vents thermiques, il y a le joran, le Morget, enfin le rebat, enfin il y a tous ces vents-là, quoi. Et puis ça rend enfin la navigation compliquée, hein. C'est pour aller d'un endroit à un autre, faut sentir un peu les choses et puis se dire j'ai longtemps navigué en sachant pas pourquoi je faisais les choses, quoi. C'est simplement je savais qu'il fallait faire ça, quoi. Voilà, c'est souvent ça marchait, des fois ça marchait moins bien, mais bon, ça c'est comme tout le monde. Voilà, et puis après j'ai fait ça toute ma jeunesse, hein, jusqu'à l'adolescence. Après à jamais d'excursion en dehors de sur l'eau salée. Si. Par contre, des amis à mes parents leur avaient prêté un bateau en Méditerranée, et puis là on a été naviguer en mer, et premier contact avec la mer, quoi, c'était en Méditerranée. D'ailleurs c'est rigolo parce que les gens se posent souvent la question pourquoi en Suisse on sait naviguer, quoi. Pour moi, c'est une question incroyable, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de mer qu'il faut un plan d'eau, quoi. Tu vois, je veux dire, et la Suisse est plus proche. Par exemple, Lausanne, Genève, c'est plus proche de la mer que Orléans, quoi. Ouais. C'est étonnant. Et alors que personne d'Orléans n'a jamais gagné la Coupe de l'Amérique, alors que la Suisse l'a remporté à 2 reprises. Ouais. Non, mais c'est clair que ça donne un niveau, un niveau technique extrêmement élevé. Après le lac, il y a une autre particularité, c'est que du fait de son plan d'eau fermé, et puis quand même, c'est un endroit où il y a peu de vent, quoi. Statistiquement, l'été, il y a des brises, c'est souvent thermique, mais dans la journée, pas grand-chose, quoi. Du coup, ça favorise le fait de créer des machines de fous, quoi. Ils font des essais et des prototypes c'est la guerre des étoiles, quoi. D'ailleurs, ils avaient fait un espèce de bateau sans stabilité de forme avec des tubes, quoi. Ils ont fini par mettre un film Millard autour pour qu'il y ait un semblant de flottaison, quoi. Mais au début, c'était ça, quoi. Et toi, tu baignais dans ce milieu-là, ou ça restait juste la cellule familiale? Non, alors et les courses en famille, ou tu étais déjà dans ce monde-là? On côtoyait tout le monde, on faisait les mêmes régates, quoi. Donc en fait, ils mélangent tout, et puis s'il y a 0 nœud de vent, ils donnent le départ, quoi. C'est pas on attend que le vent se lève, quoi. Tu te débrouilles avec ce que t'as, quoi. Toi, et en fait, on croisait, alors c'était longtemps avec la cellule familiale, hein, je veux dire, on était baignés dans les gars qui faisaient du multi, du proto. Alors maintenant il y a du proto à foil et des machins, mais au début, c'était quand même des précurseurs du multi, quoi. Je veux dire, ils ont récupéré tous les Formule 40 les Formule 40, les championnats du monde, c'est un peu c'est éteint, quoi. Je veux dire, du coup ces bateaux-là, ils ont fini. 40, c'était des multicoques 40 pieds qui ont eu leur heure de gloire. Il y avait un circuit mondial. En Bretagne, hein, il y avait un circuit mondial d'ailleurs que Jean a gagné. Jean Le Cam a gagné. L'un des cadres de la série. Ouais. Une ou 2 fois ou plusieurs fois, je sais pas, mais et puis après, ces bateaux-là, ils les revendaient en Suisse, hein. Voilà, et puis les gars en ont fait un circuit qui a pris des tours parce que c'était une jauge qui était complètement ouverte ou très ouverte, et ça a donné des engins qui sont devenus tellement chers qu'il y avait 1 ou 2 équipes qui pouvaient se battre. Et puis finalement, en fait, ils ont fait un truc assez intelligent. Avec les propriétaires, ils se sont dit qu'ils allaient sortir ces bateaux du lac, quoi. Le dernier, c'était Alinghi. Alors Alinghi, le proto, hein. Le proto, plus tard, 40 pieds, quoi. Voilà, qui plus tard donnera les bateaux de la coupe et tout, mais voilà. Mais il s'appelait déjà Alinghi. Et puis, ils sont engagés à les sortir du lac, en fait, de plus naviguer avec ces bateaux sur le lac, et à courir en décision 35. Voilà. Ils ont fait un monotype, donc... Voilà, où les coups étaient plus ou moins maîtrisés, quoi. Ouais. Qui sont devenus des TF-35 aujourd'hui. Ouais. Qui sont des bateaux qui, eux, volent littéralement, hein, avec 5 à 6 nœuds de vent. Enfin, c'est des machines de lac. Voilà.
Voilà, et puis voilà, jusqu'à l'adolescence, où à l'adolescence, c'est forcé, on a plus de mal à rester avec les n'existe parents. pas à ton adolescence, hein. Non. Par contre, il y avait déjà des multis, quoi. Il y avait déjà des multis qu'on voyait pas ailleurs. Il y avait même des multis en bois, hein, Et puis, à l'adolescence, j'ai commencé à faire d'autres trucs, hein. J'ai fait pas mal de ski, j'ai commencé les copines, la moto, enfin voilà. Tu étais assez passionné de sport mécanique, hein. Ouais, j'ai fait de la moto de circuit un peu, mais un peu, hein, je veux dire, c'est surtout un gouffre d'argent. Déjà, Ouais. tu t'entraînais. Ouais. Tu t'entraînais pour le bateau C'est ça, plus tard. Voilà. Et puis après, j'avais de la facilité à l'école, vraiment, quoi. Mais du coup, je faisais vraiment rien du tout, quoi. C'était pas un environnement qui me plaisait trop, quoi. Et du coup, j'ai fait un apprentissage de forestier bûcheron. C'était très intéressant, d'ailleurs, hein. C'était pas souvent on dit bûcheron, c'est tu coupes un arbre, quoi. Et puis maintenant, il faut le replanter. Alors que c'est pas ça du tout, en fait. C'est gestion de forêt. En fait, c'est un métier, quoi. Voilà, c'est... Et puis après l'apprentissage, donc ça, c'était bien. Pour moi, c'était sympa de l'apprendre, quoi. Par contre, après, le métier lui-même, c'était quand même... on fait des coupes de bois, donc c'est très... Comment dire? C'est très axé sur le rendement, quoi, toi, pour gagner sa vie. Donc ça m'intéressait pas. Ou beaucoup moins, disons. Enfin, l'argent m'intéressait pas, quoi. Je veux dire, donc voilà. Et puis j'ai fait 3 ans d'abattage compliqué dans les parcs ou dans les bord des lignes à haute tension ou sur les paravalanches. Enfin voilà, ce genre de trucs, quoi. Et puis après j'avais fait un peu le tour et là j'ai rencontré, en fait j'ai revu un copain qui rentrait des cargos qui m'a dit ouais, t'as qu'à appeler la compagnie, ils vont t'embaucher. Et puis voilà, et puis je suis parti sur les cargos comme ça. D'accord. Et là, le bateau à voile et les courses sont un petit peu mis de côté? Alors, ouais, il y a une petite pause pendant 5-6 ans d'activité aquatique, quoi. En fait, c'est pas complètement pause, quoi, mais c'était pas C'est régulier moins intense comme qu'avant, avant. quoi. Ouais. D'accord. Parce que la moto prenait un peu de temps, puis l'adolescence, on n'a pas envie de rester avec ses parents tout le temps. Voilà, ouais. Ouais. Après, j'étais plus avec mes parents, je suis parti assez tôt de la maison. Un peu envie d'indépendance, quoi. Voilà. Voilà, découvrir un peu plein de choses, quoi. Parce que si tu le fais pas à cet âge-là, tu le fais jamais, quoi. Tu vois, alors, moi, je le savais pas, quoi. Mais bon, c'est instinctif, quoi. Non, sur les cargos non plus, c'est pas très pratique. Paradoxalement, t'es sur l'eau, mais c'est pas très pratique pour faire du bateau à voile. Enfin, on est souvent en vadrouille, quoi. Le bateau à voile, c'était... ça n'a pas été un rêve du tout, hein. C'était En plus, c'était... Oui, c'est pas une passion mise de côté. Je veux dire, ça s'était décliné. Voilà. C'était les hasards de la vie, quoi. Et puis, c'était pas un rêve, quoi. Parce que souvent, on m'a demandé, quand je faisais de la course, là, je pensais à faire de la course, mais j'ai jamais pensé à faire de la course vraiment, quoi. Enfin, c'est jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, ce serait comme je sais régater et que je connais la mer, quoi. Et c'est pas un projet, quoi. Non, c'était pas un projet, quoi. Après, le projet, c'était plutôt me balader et voir le monde, quoi. Voilà, et puis les cargos, c'était une bonne occasion comme j'avais pas de sous, c'est une bonne occasion de voyager et puis travailler en même temps, quoi. Quand j'ai appelé la compagnie, je travaillais encore en forêt et 3 semaines après, j'ai embarqué à Karachi au Pakistan pour travailler sur les cargos au long cours, quoi. Mais bon, c'était une époque où c'était sympa de faire ça encore, quoi. Le travail sur le cargo les cargos, ils étaient pas automatiques comme maintenant. Il y avait des mâts de charge, il y avait des doubles ponts, enfin il y avait tout ça. Ça demandait un peu de travail, quoi, et où il fallait faire marcher un peu la tête, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Et alors, quand est-ce que tu reboucles avec le monde vélique? Alors après, les cargos, j'ai arrêté. Alors parce que je suis resté longtemps sur les 2 premiers cargos. Je suis resté 13 mois sur le premier. 13 mois non-stop? Ouais, non-stop, ouais. Ah oui. Et puis à peu près pareil le deuxième.
Et puis après, j'ai embarqué sur des cargos, et c'est là, ça commençait à changer. C'était les gros, ils appelaient ça des Panamax. C'était Donc, les porte-conteneurs. Non, c'était des vraquiers, mais Alors les Panamax, c'est ceux qui étaient où? Alors c'est ceux qui étaient à la jauge maximale pour passer Panama, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, ça c'était automatique, complètement automatique. En fait, moi, j'ouvrais les cales en un quart d'heure tout seul, toutes les cales. Et puis après, ben, il n'y avait pas beaucoup de travail intéressant. Hein. C'était laver les cales, c'était dérouiller le bateau, repeindre le bateau et faire l'écart, quoi. Voilà, c'est. Et du coup, j'ai arrêté de faire ça. Je suis rentré en Suisse et là, j'ai proposé de travailler. En fait, j'ai cherché du travail dans les chantiers navals. Voilà. Et je me suis fait embaucher dans un chantier naval qui s'appelle l'Abordage à Puy, vers Lausanne. C'est-à-dire que tu avais envie de revenir au... Non, j'avais pas envie de revenir forcément en Suisse, quoi. Mais c'est... Après, faut faire un choix à un moment donné, quoi. Je veux dire, et en fait, la compagnie, quand elle te débarque, c'était une compagnie suisse. Quand elle te débarque, elle te ramène en Suisse, quoi. Donc, donc voilà. Et puis, j'ai travaillé 1 an dans ce chantier naval. C'était très bien, j'ai appris plein de trucs. Hein. Et puis après, j'ai proposé mes services pour convoyer des bateaux. Et ça, j'ai fait longtemps. Hein. Du coup, j'ai fait beaucoup de traversées retour de l'Atlantique, quoi. Parce qu'en fait, les gens, ils font les alizés, et puis après, ils font les vacances au fin de la saison aux Antilles, et puis du coup, ils font ramener leur bateau. Donc, et puis j'ai pas fait ça tout seul. J'aurais bien aimé faire ça seul, mais en fait, les propriétaires voulaient pas que je fasse ça seul et c'était pas bon avec les assurances et tout ça. C'était mal assuré. Enfin, c'était très bien assuré, mais l'assurance n'était pas d'accord. Dans ton livre, j'ai lu que quand tu fais ton premier convoyage retour sur l'Atlantique, en fait, le propriétaire, tu dis oui, j'ai traversé 18 fois l'Atlantique, mais tu lui dis pas que c'est en cargo, quoi. Ouais, tu lui précises pas que c'est en cargo. C'était absolument pas un mensonge. Hein, et du coup, il était rassuré. Mais il se doutait un peu, quoi. Il se doutait un peu parce que il s'était quand même renseigné un peu sur mon parcours, quoi. Mais du coup, il l'a gardé pour lui, quoi. Et là, on était 4 à bord. Il y avait 2 retraités, et, le neveu d'un retraité et moi, quoi. Donc, c'était voilà. Alors, le deuxième convoi, c'était celui qui était plus mouvementé, parce que c'était un propriétaire suisse qui a hérité de ce bateau. C'était un gars qui vivait à bord de son bateau et qui est mort à bord de son bateau, en fait, qui était diabétique, il est mort. Et puis, ses enfants ont hérité d'un bateau qu'ils ne voulaient pas. D'accord. Donc, ils l'ont fait revenir en France et le bateau, il était à Fort Lauderdale, en Floride. Et ils m'ont dit, le bateau est là-bas, et il faut le ramener aussi vite que possible. Et c'était fin octobre, je crois, quand je suis arrivé en Floride. Et j'ai juste pris un copain qui avait jamais vu la mer, quoi. Et en fait, on a découvert le bateau, il était à terre. Il était même pas dans l'eau. Puis il y avait un gros chantier à faire, quoi. Donc on a commencé par remettre le bateau à peu près en état pour pouvoir repartir. Et du coup, on était à la super mauvaise période pour traverser. C'était fin novembre, début décembre. Et donc on est monté un peu au nord pour pouvoir faire de la route à l'intérieur des canaux. Les canaux des États-Unis. En fait, ils appellent ça l'Intracoastal Waterway. Un truc comme ça, ouais. Tout le long de la côte est, en fait, on peut naviguer un peu à l'intérieur. De Floride jusqu'à Wilmington, enfin, c'est assez au nord, quoi. Et de là, on est parti, quoi. Mais on s'est fait cueillir par un énorme coup de vent. C'était un peu Verdun, ça avait noyé le moteur, on n'avait plus de moteur et tout. Et donc, je repars. En fait, je change ma route pour aller aux Bermudes, quoi, pour descendre, pour quitter ce coup de vent, quoi. Et on se retrouve coincé aux Bermudes, sans argent. Et bon, les Bermudes, c'est pas l'endroit qui est le meilleur marché, en plus.
Et puis, on a appris qu'on pouvait pas laisser le bateau là-bas à l'eau et quitter les Bermudes, quoi. Donc, et du coup, on a été obligé de rester là-bas. Puis finalement, on a pu mettre le bateau à terre à côté de la tôle des Bermudes. On vivait à bord du bateau à terre, quoi. Jusqu'à ce on trouve qu'on se fait payer le voyage retour pour reprendre le bateau en mars ou avril, quoi. Et c'était toujours la mauvaise période, donc on s'est fait cartonner, mais toute la traversée. Et puis pour arriver à La Rochelle, finalement, quoi. Et sur ce bateau, ben, le gars, il vivait à bord, mais il était armé. Il y avait des armes à bord, il y avait tout son matériel de diabétique, donc des seringues, des machins, et du coup, Voilà. c'est fait Arme plus seringue qu'il y a égale pas les trafiquant. douaniers à La Rochelle. Donc ça, c'était le premier, le premier convoyage qui a laissé des traces, quoi, un peu, quoi. Et surtout en termes de navigation, parce que là, il y avait aussi un petit détail, c'est qu'il n'y avait pas de GPS encore. Hein. Ouais. C'était au sextant et dans le mauvais temps, sextant, ça marche pas. Hein. Il y a des moments où on ne sait pas trop où on était. Et puis après, aux Bermudes, pour arriver aux Bermudes, tu es sur les récifs avant de voir l'île, quoi, parce que c'est tout plat et c'est mal pavé. Donc on était content d'avoir réussi à arriver à la bonne place, quoi. Bon, on voit déjà comment l'expérience que tu te forges et la manière de faire assez engagée, on va dire, qui te suivra un petit bout de temps. Cette vie de convoyeur, elle dure combien de temps et comment Elle doit comment elle durer finit par aboutir à un début d'intérêt pour la course? Alors après les années, je sais plus, mais ça a duré assez longtemps. Hein. Ça a duré une dizaine d'années, je pense, quoi. Et en fait, non, c'est pas. J'ai fait 6-7 ans de convoyage. Et après, j'ai été embauché sur un bateau de propriétaire pour tester le bateau, quoi. Voilà, pour essayer de voir ce qui allait, ce qui allait pas. Et c'était un lagoon, c'était un cata de croisière, quoi. Et puis après, je suis resté 3 ans sur ce bateau avec le propriétaire qui était très sympa et on bougeait beaucoup. Alors les 2 années qui ont suivi l'année de test, on n'avait plus trop le droit de tester. Hein. En fait, il fallait naviguer, puis arrêter de casser, quoi. Et quand j'ai rencontré, on était aux Antilles et là il y a la Mini qui est arrivée aux Antilles. Donc j'ai rencontré des gars qui faisaient la Mini et qui avaient fini leur Mini. Là, on est en quelle année? Ça devait être en 91 ou 93? Ouais, non, 93, je crois. Ouais. J'ai rencontré un gars qui s'appelait Yves Le Maçon, qui me disait que lui, il avait un moule et qu'il connaissait un architecte qui s'appelle Pierre Roland, et puis que si on voulait, il peut nous présenter, quoi, pour... Et tout de suite, tu as voulu la faire. Enfin, tu vois les gars arriver, tu te dis, tiens, je la ferai bien. Ouais, parce que d'un coup, ça me paraissait abordable, quoi. Ça me paraissait, construire le bateau, je savais pas faire, mais j'avais quand même une bonne idée de comment était fait un bateau et ça semblait pas irréalisable, quoi. Voilà, et puis du coup, le construire soi-même, je me suis dit, il n'y a pas besoin de beaucoup de sous, comme je le fais moi-même, donc c'est le cheminement normal du ministre, quoi. De cette époque-là. C'est un petit peu changé, mais de cette époque-là, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait on a l'impression que tu dis, tiens, cette course est là, tiens, je vais la faire. Mais ça germait depuis un petit bout de temps ou t'avais des envies qui revenaient? Non, c'était vraiment une opportunité, quoi. Ouais, c'était l'opportunité. Et puis, la course elle-même me faisait pas peur, quoi, parce que j'ai fait beaucoup de régates. Et la haute mer, je connaissais. Hein. Enfin, ouais, il y avait pas. Non, je parle de l'envie plutôt. Hein. Du coup, qu'est-ce qui déclenche cette envie-là tout à coup c'était plus après toutes ces années à faire soit de la grande plaisance, soit du cargo. Ouais, mais j'ai jamais fait de la grande plaisance. En fait, c'était des. Quand je dis grande plaisance, c'est des convoyages de propriétaires ou la ville. C'est à ça que Ah oui, d'accord, ouais. Grand, c'est la taille du bateau. Ouais. Mais c'est plus l'envie de changer ce que je faisais que de vraiment faire la Mini, quoi, parce que j'aurais pu, je sais pas, ça aurait pu être autre chose, quoi. Enfin, faire de l'avion ou je sais rien, moi, du sous-marin.
Et puis après, c'est dans les skippers qu'il y avait autour là-bas. C'est Thierry Dubois qui gagne l'édition 93. Hein. Je viens de vérifier. Ouais, Thierry Dubois, ouais. Et Yves Lemasson avait fait 3e, je crois. Exactement. Tout à fait. Et du coup, là-bas, il y a 2 autres skippers. Il y en a un qui s'appelait Denis Bourbigo, qui a un chantier maintenant en Bretagne, là. Et un autre qui est plus en France, d'ailleurs, qui s'appelait Frédéric Boursier. Mm-hmm. Les 3 disaient, on peut faire 3 bateaux, ça diminuera les coûts sûrement du matériel et tout. Et s'est dit, on va faire ça, on va construire 3 mini. Et puis, on va juste préciser qu'à l'époque, parce que le monde des mini a beaucoup changé. Hein. Aujourd'hui, il est dominé par les bateaux de série. Il y a quelques prototypes incroyables, mais en masse sont moins importants. Et le ministe type, qui à l'époque encore, au début des années 90, était effectivement un skipper constructeur. Aujourd'hui, c'est plutôt un skipper qui achète un bateau dans un chantier. Mais à l'époque, ce que tu commences à décrire était une voie normale, quoi. C'était le trip habituel du ministre, quoi. C'était une voie courante, en tout cas. Ouais. Courante, soit tu construisais, soit tu achetais un bateau que quelqu'un d'autre avait construit. Voilà. Mais il y avait peu de bateaux de série. Il y avait que le Coco. En fait, le bateau de série, il a commencé. C'était à part le Coco, quoi. Je veux dire, c'est bateau vraiment de série. Il a commencé avec nos moules. Et en fait, un petit retour en arrière, c'est que sur le lagoon là, sur le catamaran de croisière où je suis resté 3 ans. Et en fait, j'ai remplacé un skipper qui est un skipper breton, qui était sur les bateaux de ce propriétaire-là. Et lui, il a arrêté de skipper les bateaux de ce propriétaire pour construire son propre cata de croisière à l'Esconil. Voilà. D'accord. Et entre 2 voyages avec le lagoon, je suis venu en Bretagne pour lui donner un coup de main à construire son bateau. Et c'est comme ça que j'ai connu le propriétaire du hangar dans lequel se construisait ce catamaran. Et puis il m'a proposé qu'une fois que Patrick Hézin, qui construisait ce bateau-là, s'en allait, si je voulais construire les mini là-bas, quoi. Voilà. Et donc j'avais déjà un endroit où on pouvait construire les mini. Alors ça se refusait pas, du coup. Voilà. Donc en fait tout ça se mettait en place par hasard, parce que c'est pareil. Pourquoi j'ai choisi les gens me demandent pourquoi j'ai choisi l'Esconil. J'ai pas choisi, c'est les hasards de la vie qui m'ont amené là-bas, quoi. Et du coup, on récupère les moules de Yves. En fait, ils avaient fait 3 mini aussi, quoi. Et on les ramène à l'Esconil. D'ailleurs, c'était un bazar, parce que quand ils ont construit ce moule, le moule de coque, ils l'ont construit dans un hangar où on ne pouvait pas le sortir, quoi. Donc il a fallu enlever les bâtis, et puis on avait sanglé le moule pour le serrer, pour qu'il passe la porte. Donc tu vois, c'était pas terrible pour la forme, quoi. Toi, c'est... Et du coup, c'était à Trébordin. D'accord. Voilà. Ah, et le maçon était sponsorisé par Trébordin, de mémoire, non? Ouais, c'est possible. Ouais. Et puis, donc on a reconstruit on lui a redonné sa forme, on a fait un bâti propre pour qu'on ait une coque qui corresponde à quelque chose de précis et de correct, quoi. Et puis, pour le pont, on s'est arrangé avec Christian Bouroulec du chantier structure. Qui à l'époque ne construit pas encore les pogos, mais qui construit quelques protos, mais qui est le futur constructeur des pogos. Qui nous paye le matériel pour construire le moule de pont. Et après, il récupérait le moule de pont et le moule de coque. Voilà, et dans lesquels il a fait les pogos, quoi. Dans lesquels il fera plus tard, il fera quelques mois plus tard, il fera le pogo 1. Pogo 1, il en a sorti, je sais pas, 160, un truc comme ça. Comme ça, ouais. Et en fait, il a juste rehaussé les francs-bords, quoi. Donc en fait, c'est exactement la même coque avec un franc-bord plus haut et puis le même pont que nos bateaux, quoi. Voilà. Il faut expliquer que l'Esconil, qui est dans le pays bigoudin, n'est pas très très loin de Combrit, où est installé le chantier structure, juste à côté. Ouais. Voilà, et donc après, on fait finalement Denis Bourbigo fera pas. Du coup, on a fait deux mini transats avec
Un avec Fred Boursier et puis l'autre, mon Mini, quoi. Et donc, c'était toujours pareil, parce que là, à un moment donné, on se dit que ça coûte pas cher ou ça coûte rien du tout, mais ça coûte quand même des sous, quoi, parce qu'il faut acheter de la colle, il faut acheter des fibres, il faut acheter... Moi, j'avais... alors, chez le propriétaire du Lagoon, il avait une marbrerie en Suisse, quoi. Donc, dans cette marbrerie, il s'était doté d'une machine à commande numérique pour fraiser Le marbre. le marbre. Et il me dit, ben moi, j'ai pas de sous. Par contre, je peux te mettre à disposition la machine à commande numérique et de la matière, quoi. T'avais une cuisine en marbre sur le Mini? Non, j'ai fait les moules. On a fait les moules de dérive asymétriques et les moules de quilles fraisés dans du marbre. Ah ouais. Qui est un produit génial, hein, parce que c'est totalement stable, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, c'était compliqué parce que c'est lourd, quoi. Donc, pour les dérives, c'était pas trop difficile à manipuler. Par contre, pour la quille, c'était une expédition, quoi, pour pouvoir manipuler les moules, parce qu'il faut les tourner, il faut les mettre sur le champ. En gros, ça permettait d'avoir des formes très précises, quoi. Hein. Ah bah, ça permettait d'avoir une pièce finie directe, quoi. Je veux dire, et puis pas de... Enfin... Le moule, il était au centième de millimètre précis, quoi. Et en fait, il n'y avait pas de finition parce que la finition était faite tellement c'était propre par la machine, quoi. Ouais. Et voilà, du coup, et puis le chantier naval où je travaillais en Suisse, il m'a mis à disposition une partie du chantier, une aile du chantier pour construire mes appendices, quoi. Et du coup, je m'étais arrangé avec Fred pour qu'il fasse avancer mon bateau pendant que moi je construisais ses appendices en Suisse, quoi. Et puis là, pour le coup, on a fait un peu savoir que j'avais besoin de sous, quoi. Et là, j'ai trouvé mon premier sponsor qui était un hôtelier à Zermatt, quoi, qui est une station de ski en Suisse. Hôtel Albana, donc. Hôtel Albana. Voilà. Que les ministres de l'époque connaissent de nom, mais ça probablement pas. On ne sont jamais allés dans cet hôtel. Si, on a été, parce que comme ça s'est bien passé, il nous a invités en fait le podium et puis... tout le podium de la course? Tout le podium de la course, et puis Steve a vu ça, parce qu'il était un Suisse, enfin Steve et son père, qui avaient fait la Mini en même temps, et pour faire la fête, quoi, pour fêter ça s'était bien passé, j'ai fini 3e et c'était plutôt une réussite, quoi. Ouais. Alors tu fais tout le circuit ou tu fais juste la Mini? Non, alors c'était prévu que je fasse le Fastnet et la Transgascogne, et j'étais pas prêt pour le Fastnet, donc forcément. Et du coup, je fais la Transgascogne, c'était ma première course au large en solo. D'accord, c'était avant les qualifs. Hein. On va rappeler qu'aujourd'hui, il faut faire... Ça faisait office des qualifs. C'était la seule. C'était la seule. C'était 2 mois avant la course. Aujourd'hui, ils doivent faire 1500 000, ils doivent faire plusieurs centaines de mille en qualif solo, bien, plus 1500 000 en course. Ouais. Ce qui est moi, je trouve que c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est que d'ailleurs, la classe Mini a l'air d'aller très bien, donc je pense que c'est une bonne option, quoi. Voilà, et là, ça se passe bien. Hein. Je ne sais plus combien je fais. Je dois faire 2e ou 3e à cette course. Donc, le bateau semblait avancer bien. J'avais quelques soucis de jeunesse comme normal, quoi. Ouais. Voilà. Et puis après, la Mini. Hein, la Mini. Alors, quel souvenir tu gardes de cette Mini? C'est un déclic pour toi? Alors, c'est un déclic. C'est sûr que c'est quelque chose qui me branchait bien. La compète, ça a toujours eu un peu l'esprit de compète, donc ça m'allait bien. Et puis le large, là, c'était plutôt sympa. Hein. Le côté solitaire était plutôt bien parce qu'il fallait faire tout de A à Z, quoi. Tu vois, tu peux pas te dire là ça a bien marché, et ça aurait pu bien marcher, mais on n'a pas été bons ensemble, quoi. Là, c'était pas le cas. Là, quand ça marchait pas, j'étais le seul responsable, quoi. Je veux dire, et ça, c'était plutôt sympa, quoi. Par contre, il y avait un truc, c'est
la Mini en 95, c'est la première fois que le GPS était autorisé. Mais c'est arrivé après que j'ai déclenché le projet, quoi. Je veux dire, et c'était un peu dommage pour moi parce que moi, j'avais 10 ans de pratique de Tu sextant. maîtrisais bien le sextant, c'était un avantage Donc, comparatif. là, j'avais pas, en fait, ni le large, ni le sextant était un vrai souci, quoi. Je veux dire, malheureusement, ça a passé cette année-là, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'évolution des choses et c'est normal, hein. Voilà. Et puis, le souvenir, c'était une course dure, quoi, parce que il y avait de la vraie solitude, quoi. Voilà. Et il n'y avait pas de contact. Les seuls contacts, c'était des contacts VHF, quoi. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, sûrement, ouais. Et puis, Il n'y a toujours pas de téléphone hein, sur Internet. Hein. Et ça donne, ouais, ça t'isole complètement, quoi. Je veux dire, et ça, j'ai trouvé, c'était nouveau. Voilà, c'était nouveau, quoi, parce que j'avais pas trop, enfin, j'avais fait que des petites navigations solitaires, c'est pas beaucoup, et puis j'avais beaucoup de mal à gérer la pétole. Voilà. La pétole, le manque de vent, quoi. Donc, pour un gars du lac, c'est bizarre. Ouais, mais encore une fois, c'est pas. En fait, quand il n'y avait pas de vent sur le lac, on n'y allait pas. Ou on essayait de pas y aller, parce que des fois, il fallait quand même y aller. Mais ouais, c'était. Je me souviens avoir tiré mon bateau pour me calmer, quoi. Ah ouais. Tu t'as plongé, t'as pris un bout et tu l'as nagé. Ah ouais. Ouais, une fois que j'étais calmé, donc j'étais plus susceptible de supporter le truc, quoi. Après en mini, c'est compliqué parce que c'est tout petit. Et puis, c'est quand même des grandes voiles, quoi. Et à chaque mouvement, tu te fais ramasser par la bonne. Tu sais pas où te mettre, quoi. Toi, et ça me rendait fou, quoi. Donc voilà. Et alors, comment tout ça se convertit? Parce que tu t'as expliqué que en fait, tu as fait du mini, mais tu aurais pu faire du sous-marin ou de l'avion. Ouais. Mais comment voilà, j'avais mis un pied dans la course au large. Voilà. Comment ça se convertit en ambition plus large, quoi? Qu'est-ce qui fait que... Après, l'ambition, ça n'a jamais été une ambition de course, quoi. C'était plus faire un challenge, quoi. Je veux dire, c'est le premier challenge en mini, c'était construire le bateau, quoi. Déjà, c'était un challenge, quoi, pour faire que le bateau, c'est pas le construire. Construire, je pensais être capable, mais après, construire quelque chose qui corresponde à la course, ça veut dire qu'un truc capable de gagner, quoi, parce que c'est une course, quoi. Et ça, c'était un challenge. Donc ça, j'ai vu tout de suite que c'était plutôt réussi parce que la première course, je connaissais pas, hein, je vais dire, je fais tout de suite un podium, c'était plutôt pas mal. Et après, l'année, c'était en 96. Alors, il me semblait que je devais une course à mon sponsor parce que j'avais pas fait le Fastnet. Donc, il y a Transmed ça c'était en Méditerranée, qui avait lieu. Et là, c'était en double. Et là, j'ai invité mon sponsor à naviguer avec moi. Donc, lui, en fait, il connaissait pas la navigation. Hein. Donc, on a fait 5-6 jours d'entraînement avant à la Grande Motte. Et puis après, c'était parti pour Camargue à Bizerte, en plein Mistral, quoi. Mais après, le challenge était passé, quoi. Donc il fallait autre chose, quoi. Et puis après, comme j'avais mis un peu le pied dans la course au large, je me dis qu'est-ce qu'il y a dans la course au large. Il y a alors le Figaro, ça me branchait pas parce que les bateaux me semblaient pas fun, quoi. Je veux dire, ça semblait laborieux, quoi, quand même, comme truc, quoi. Et puis après, il y avait le Figaro 1 à l'époque. Hein. Figaro 1, ouais. Et puis, même Figaro 2, ça aurait fait le même effet, quoi. Hein, Après, il y avait les multicoques, les Orma 60, là. Donc ça semblait totalement, comment dire, inatteignable, quoi. Inaccessible. Ouais, financièrement déjà, et puis
Et puis moi, j'avais pas d'expérience en multi. En fait, je partais de trop loin, quoi. Voilà, c'est. Et puis après, il fallait trouver des sous pour construire le bateau. Hein. C'est ou faire construire. Ben, là, ça aurait été faire construire ou en acheter un, mais ça semblait hors de portée, quoi. Et puis après, il restait le globe. Hein. Voilà. Et puis le globe. Le trajet me paraissait pas. C'était plutôt attirant qu'effrayant, quoi. Voilà, et puis construire un 60 pieds, ça me semblait être pareil qu'un mini, mais en plus gros, quoi. Mais bien sûr. Dans le principe, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est 3 fois plus gros, donc c'est 3 fois plus de temps, c'est tout. Globalement, quoi. Ouais, non, c'était pas proportionnel. Hein. Mais il n'y a pas eu de question, quoi. C'était naturellement, je vais le construire, quoi. Ouais. Parce que je me sentais plus capable de le construire que d'aller chercher des sous pour le faire construire, quoi. C'était une question de compétence, quoi. D'accord. Et au moment où tu commences ça, est-ce que tu sais que tu te lances pour presque 3 ans de chantier? Ouais. Ah oui, parce que on commence ça en 97 et puis le globe était en 2000. Donc je savais que ça allait prendre, que ça allait être tric-trac d'ailleurs, mais je savais que ça allait prendre du temps, quoi. Voilà. On a dû commencer parce que le hangar. Donc c'est à l'Esconil à nouveau, hein? Oui, c'est à l'Esconil, mais je pensais le faire dans le hangar dans lequel j'ai construit le mini, mais le propriétaire n'était pas très chaud. Il était pas, en fait, il croyait pas trop au projet. Il pensait pas que c'était possible. Et puis après, il y avait des problèmes de mise à l'eau d'ailleurs aussi, parce que c'est un endroit qui est pas facilement accessible par la route. Par contre, il était au bord de la mer, mais il n'y avait pas de fond, quoi. Donc, mais bon, ça aurait été possible à mettre le bateau dès qu'il est à l'eau et l'amener, et puis d'aller quiller ailleurs. Mais bon, c'était pas le seul problème, quoi. Et puis du coup, je me suis arrangé avec une présidente du centre nautique de l'Esconil pour faire construire un hangar. Donc moi, j'ai amené. Tu as commencé par construire le hangar avant de construire le bateau. Ouais, alors on a fait construire, mais en fait, moi j'ai amené. C'est comme si je louais le local pendant 3 ans, quoi. Et j'ai amené cette location d'un coup, et eux, ça leur permettait d'avoir un apport propre pour faire construire leur local, quoi. Voilà. Et du coup, je l'ai occupé le temps de la construction. Et puis après, il était revenu au centre nautique, quoi. Alors, ça va être une saga, hein. Ça va durer 3 ans. Il va y avoir des hauts, des bas. Il y a plein de gens qui vont venir t'aider. Ouais. Ça va être une saga incroyable. Avant qu'on commence à enregistrer, je racontais que j'étais venu, moi, donc en 99, au démoulage des 2 demi-coques, où tu vas te blesser aux mains, où tu vas te brûler. On a eu une chance inouïe, là. Parce qu'en fait, on avait construit des rails pour tirer à la main, un peu genre les constructeurs de pyramides, quoi, qui tirent pour tirer les moules dehors avec un bout, avec une centaine de personnes. Mais une centaine de personnes, ça a une force incroyable. Hein, je veux dire, et le bout que j'avais mis en place, c'était pas bon, quoi. C'était un mauvais bout, quoi. Et je me rappelle, j'avais derrière moi. Alors moi, j'étais la première personne qui tirait, quoi. Et derrière moi, il y avait un enfant, quoi, qui tirait aussi, quoi, qui était plein de motivation, comme les autres, quoi. Mais si l'enfant il avait été en première ligne, là, il se prenait le bout en pleine figure. Ouais, parce que le bout de casse, c'est ça, hein? Ouais, le bout de casse, ouais, il est arrivé en limite de résistance, quoi, et il s'était étiré, et puis une fois qu'il est bien étiré, c'est comme une amarre qui pète, hein, c'est un fouet qui balaye tout sur son passage. Bon, il est arrivé dans mes mains, donc ça a fait des dégâts à mes mains, mais c'est tout, quoi. Mais bon, Alors, t'es parti le faire soigner, et puis t'es revenu. Ouais. Bah oui, parce qu'après, il y avait... dans la même journée, hein, enfin, dans l'après-midi, quoi, t'es revenu finir le boulot. Ah bah ouais, parce que le problème, c'est que j'avais... Enfin, c'était pas un problème, c'était plutôt une bonne chose, mais en fait, ça, c'était juste sortir les moules du hangar, quoi. Le lendemain, par contre, on allait démouler et les grues étaient louées pour ça, quoi. Donc, je disais, c'est pas possible il faut continuer à avancer, quoi.
Et pendant ce chantier, en fait, tu vas toujours courir après les financements. Enfin, ça va être aujourd'hui. Oui, on en plaisante, mais ça n'a pas été drôle tout le temps. Enfin, ça a été une course compliquée. C'était. Aujourd'hui, on retient beaucoup entre guillemets l'engouement populaire qu'il y avait autour. Ça, tous les Sconic. très visible, quoi. Voilà. Ça, c'était ce qui est devenu visible. D'ailleurs, c'était pas le cas au départ. Hein. C'était l'idée de base. Quand j'ai commencé ce projet, c'était d'emprunter l'argent nécessaire, c'est-à-dire dans ma famille et puis un peu les gens que je connaissais, les matériaux pour construire le moule. Enfin, les 2 moules mâles, quoi. Qui n'étaient pas beaucoup de sous par rapport entre guillemets, par rapport à l'ensemble du projet. Et puis, avec en présentant les moules finis, je pouvais faire savoir que j'étais pas seulement un rêveur, quoi. Voilà. C'était mon dossier, les moules, quoi. Voilà. Ton dossier sponsoring. Voilà. Et puis après, alors déjà, ça s'est pas passé comme prévu parce que c'était énormément de travail. Et puis, pendant qu'on fait ce travail, on fait pas de recherche, quoi. Ou peu, quoi. Ou mal, ou voilà. Et on a beaucoup travaillé sur un potentiel projet de sponsoring qui aurait pu marcher avec la filière de la pêche, quoi. On a beaucoup travaillé, c'était assez loin, hein, et puis finalement, c'était pas bon, quoi, parce que ça n'a pas marché, quoi. Pour ceux qui connaissent, les Sconic est au cœur des ports de pêche Bigoudin, hein, qui représente, je crois que c'est encore aujourd'hui du Guilvinec, Parma, le Kili. Ça représente, à l'époque où je faisais des reportages à l'Express, ça représentait 40% de la pêche artisanale française, donc c'est un lieu très particulier pour la pêche, hein, en France. Ouais, qui était en train de décliner sérieusement. Et voilà, ça n'a pas marché. Et puis, je me suis retrouvé à emprunter tout l'argent pour le bateau, quoi. Donc après, c'était pas des banques parce que c'est forcément les banques. Il y a personne qui croyait trop à ce projet, quoi. Donc et puis les gens autour, ils savaient pas trop comment m'aider au début, quoi. Ça a commencé avec des gens qui étaient en vacances, quoi. C'était pas des gens de là-bas, qui avaient des maisons secondaires et qui c'était des planchistes et qui venaient au chantier quand il n'y avait pas de vent ou des trucs. Il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et puis petit à petit, il fallait les nourrir. Moi, j'avais pas de sous, donc il fallait les nourrir. Donc il y a des gens de l'Esconil qui sont proposés de faire à manger ou des restos qui nous disaient vous pouvez venir manger une fois par semaine. Donc ils se relayaient pour faire à manger à l'équipe, à ceux qui travaillaient, quoi. Et puis finalement, il s'est mis en place des gens pour des gros boulots où il y a des gens de l'Esconil, hein, ou des alentours de l'Esconil qui sont venus m'aider d'abord pour le moule, et puis il y a une association qui s'est créée, qui a embauché une personne. Donc cette personne-là, elle était Manu, là, qui a travaillé avec moi tout le long. Donc, en fait, statistiquement, on était, sur le chantier, on était 2,5 si on prend l'ensemble de la construction, quoi. Dont Manu et moi, quoi. Donc après, le reste, 60 à 2, quoi. Pas à 2, parce que c'est impossible à faire, quoi. Et par contre, pendant les gros boulots, on était 20, quoi. Ou 25, quoi. Et puis après, pour tirer des trucs, on était 100, quoi. Puis à la fin, après, il y avait toujours plus de monde, quoi. Il y a eu des gens, en fait, qui gravitent autour de la course au large maintenant, hein, qui, par exemple, je prends Erwan Lemeyer, qui travaille chez Massif, je pense. Ouais. Je pense. Il y a Marianne Moulek, qui a un chantier, elle, quoi. Il y a Eric Defer, il y avait... C'était une école, quoi. Ouais, c'était une école, et puis il y avait école de détection, quoi. Il y avait un gars qui bossait... alors maintenant, là, j'ai plus le nom en tête maintenant, parce que ça, c'est la vieillerie, hein, C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, non, mais c'était un gars qui bossait chez les multis, qui devait être chef de projet chez Tacchini. Le nom m'échappe maintenant. Bon, bref, peu importe. Et lui, il est venu une fois que tout le composite était fini et tout pour Acastier, pour tout le truc.
Voilà, et on a finalement construit le truc comme ça, quoi. Alors, donc c'est le fameux Super Bigou qu'on a évoqué au début. C'est un plan Roland, hein, on va le redire, de Pierre Roland, l'architecte donc des protos et des Pogouins. Par contre, du coup, le timing est hyper serré parce que le Vendée Globe, il part en novembre 2000 et il est mis à l'eau, le bateau, à l'été 2000 Ouais, l'été 2000, ouais. Normalement, je devais faire la Transat anglaise parce que c'était la dernière course de qualif, quoi. Mais j'étais pas prêt, c'était impossible, quoi. Du coup, on a fini le bateau avec beaucoup de pièces existantes, quoi. En fait, on a fait zéro concession sur la construction sur elle-même, la coque, quoi. ouais. Sur l'enveloppe. Sur l'enveloppe, sur la boîte. Par contre, on a rajouté les trucs que j'ai pas fait, c'est les appendices. La quille était construite à Brest d'un chantier d'Olivier Bordeaux. Donc tu récupères en fait une quille quelque part, des appendices quelque part, un mât quelque part, des baumes. Le mât, je l'ai récupéré, c'était l'ancien mât d'Isabelle Autissier qui était aux États-Unis, qu'il fallait faire revenir. Il y a les safrans, ça devait être des Eric Dumont. D'accord. Alain Gauthier. Non, Alain Gauthier, peut-être Alain Gauthier. Je sais pas, j'ai relu le livre hier, je crois me souvenir que c'est Alain Gauthier. Ils vont être refaits à plusieurs reprises. Oui, mais ça marchait pas. Enfin bref. C'est un puzzle en fait. Au final, le bateau, au final, c'est un puzzle avec. Ouais. Et il y a eu des winches de Bourgnon, il y a eu des coinceurs d'Alain Gauthier, ça je suis sûr, de Thomas aussi, Thomas Coville. Enfin bref, il y a une baume. En fait, la baume, c'était une baume qu'on a transformée, mais qui était existante. Voilà. Et tout ça fait que, on met le bateau à l'eau, ça devait être juillet, août, tard, quoi. Tard. Et puis, en plus, on a eu un souci. Aujourd'hui, ça fait rigoler, quoi. Hein. C'est sur un Vendée Globe, personne n'était. Incroyable. Et en plus, on a eu un souci à la mise à l'eau. Enfin, le lendemain ou quelques jours après la mise à l'eau, on faisait le test de retournement. Donc, il fallait mettre le bateau à l'envers. Donc, il était pris par une grue, comme d'habitude, quoi. Et puis, le bateau, il avait une quille basculante, mais manuelle, quoi, en fait, avec des palans, quoi. Donc, c'était pas une question de budget. C'est un winch, hein, enfin, pour ceux qui. Ouais, c'est un winch, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. Hein. Ouais, et c'était une question de légèreté, quoi. C'était une question de performance. Et là, il y a une attache qui a pété, et puis la quille, elle est tombée, quoi. En fait, ça va faire des dégâts au passage. Et du coup, comme elle n'était pas prévue de basculer autant que ça, elle a fait levier sur le fond de coque et il a fallu ressortir le bateau en catastrophe pour refaire le fond de coque, quoi. Voilà. Puis après, il y avait deux ou trois bateaux qui étaient comme ça tard. En fait, ils ont organisé une course de qualif pour les retardataires qui étaient Rijon, Saint-Pierre et Miquelon retour. Voilà. Alors, tu vas te qualifier, tu vas prendre le départ de ce Vendée Globe 2000 et ça va pas durer très longtemps au final. Non. Ça va durer 8 ou 10 jours, je sais plus, 9 jours. Et donc, autant d'efforts pour 10 jours de course. Comment tu vis cette partie-là? Alors, j'ai passé l'épisode où tu trouves les sponsors un peu au dernier moment sur la course, un peu, mais le bateau s'appelle Armor Luxe. Armor Luxe, puis après on a trouvé Foie Gras Blizac, mais après que la course, parce que en 2000, le départ du Globe a été reporté. Oui, voilà. Donc c'était après le départ. Je crois que personne n'a jamais fait ça. Trouver des sponsors la veille du départ, ça arrive. Voir le jour du départ, pourquoi pas. Mais là, après le départ officiel, je crois que tu es le seul à avoir fait ça. Ouais, mais on l'a pas trouvé. On l'a trouvé avant. En fait, c'est lui qui s'est proposé. En fait, je crois qu'il avait eu. C'était PPFDA qui avait dit ça au journal de 20h, quoi. Et en fait, il avait proposé ça. Puis moi, dans le rush, parce qu'en plus de ça, il me disait qu'il fallait que je remette du poids sur le bulbe. En fait, c'est tard, quoi. Et moi, je voyais pas comment j'allais faire, même pour accueillir un autre sponsor, quoi. Je sais pas comment faire. Hein. Et du coup, au début, j'ai plutôt dit que je pouvais pas, quoi. Et puis après, c'est Jean-Jacques Laurent, le patron de PRB, qui a dit tu vas pas. Attends, c'est un gars qui vient. Nous, on va se charger des autocollants, on t'occupe pas de ça, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et donc ça s'est fait, le collège des autocollants se fait après le départ. Après le départ prévu, quoi. Après le départ prévu, voilà. Ça part le mercredi pour un départ le dimanche, un truc comme ça, quoi. Ouais. Et puis après, alors j'étais plutôt bien placé, hein. C'était, je devais être 3 ou 4e quand j'ai mes soucis de.
Alors, en fait, c'était des soucis stupides. Hein. C'était les moteurs de pilote qui étaient mal placés. En fait, j'avais placé les moteurs du pilote dans les fonds du bateau. Qui sont toujours un peu humides. Ouais, puis de temps en temps, il y a même de l'eau, quoi, toi. C'est ce que je voulais dire. Souvent, où il y a de la gîte, quoi, Voilà. toi, ça va sur le moteur, quoi. Toi, Mais après, ça, c'est le résultat de... Ils étaient pas placés là. J'avais qu'un pilote pour faire la qualif. Et puis, pour pouvoir mettre le deuxième pilote, il a fallu déplacer le premier, qui était très bien placé. Et puis, comme on n'avait pas de place, on les a foutus dans les fonds. Les deux, quoi. Ce qui était complètement crétin. Mais à un moment donné, il n'y avait pas assez de temps pour tout réfléchir, quoi. On a peine à imaginer aujourd'hui, quand on voit le niveau de préparation des gars et surtout les règles qui se sont mises en place, etc. Là, on n'a pas imaginé l'opération commando incroyable que c'était, quoi. Ouais. Mais ça a beaucoup changé. Mais là, quand j'ai commencé à concevoir le l'IMOCA avec Pierre Roland, on cherchait la jauge, quoi. Et la jauge, c'était Jean-Luc Van Den Net, je crois, qui était en charge de ça, ou peut-être Catherine Chabot, mais elle tenait sur une page A4. Hein. Il y avait la jauge FICO encore qui était là-dedans, un peu en vrac, quoi. Et ça a commencé à ce moment-là, quoi, vraiment, quoi. Donc, on partait de loin, quoi. Parce qu'on est après le Vendée Globe 96-97, où il y a eu un disparu, où il y a eu beaucoup de naufrages, d'équipes perdues. Donc, du coup, c'est après ce Vendée Globe-là que les choses essaient de se mettre en place. Mais on est encore... la jauge IMOCA d'aujourd'hui fait bien plus qu'une page, quoi. Ouais, bah oui. Alors, du coup, tu vas abandonner assez rapidement Ouais, alors c'était à hauteur du Cap-Vert. Bah là, d'un coup, le pilote, il arrête de fonctionner. Bon, le bateau, il part au tas. Et le pilote n'est pas accessible. Il faut rentrer dans le bateau, il faut faire tout un circuit pour y arriver, quoi. Et la première fois que le pilote arrête de fonctionner, je mets le deuxième pilote. Cully, tout de suite, arrête de fonctionner aussi, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en plus, c'était la journée, c'était dans l'Alizé, il faisait chaud, il commençait à faire très chaud, donc j'étais en slip, quoi. J'étais pas habillé du tout, quoi. Puis là, il commençait à faire... il allait faire nuit, quoi. Devant moi, il y avait le tour du monde, quoi. Et puis, là, je savais pas ce qui se passait, quoi. Et du coup, j'ai essayé d'amarrer la barre pour choper des habits déjà, quoi. Donc là, forcément, le truc il est parti au tas. Il y avait tout dessus, quoi. Enfin, il y avait les grands spies, enfin tout le... Je naviguais normalement, quoi. Donc le truc il se couche forcément. Donc on le récupère, le remet en route et j'essaie de refixer la barre pour pouvoir aller voir ce qui se passe, quoi. Et puis je suis jamais arrivé jusqu'au pilote pour voir ce qui se passe avant que le bateau parte au tas, quoi. Et du coup, dans un des départs à la bâtée, le bateau, enfin la baume elle passe et puis les coudes de grande voile elle chope, elle se met dessous la barre. Ah oui. Et puis elle arrache la barre franche, quoi. Ouais. Donc après, j'avais plus de pilote, plus de barre. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à essayer d'affaler les voiles sans les casser parce que elles n'étaient pas payées. Parce que je pas payé. Elles n'étaient pas encore payées. Et ça, c'était incidence Bertrand Cudenec qui m'a laissé partir sans... il faisait confiance, quoi, toi. Ouais. Mais bon... Ce que les voiliers n'aiment pas faire. Hein. ils n'aiment pas faire ça du tout, mais bon... Tu payes tes factures, bien sûr. C'est ce qui est logique, hein. Ouais. Et donc, il fallait pas les casser, hein, les descendants, quoi. Je veux dire, et puis après, une fois que tout ça c'était en place, j'ai dit... De toute façon, ça s'arrêtait, quoi. On ne peut pas imaginer faire un tour du monde ou quoi que ce soit. Puis moi, je ne partais pas dans ma tête. Alors, c'était sûrement utopique, quoi. Mais je ne partais pas pour faire le tour du monde. Je partais pour courir, quoi. Et essayer de faire une bonne place, essayer de gagner. Mais moi, c'était utopique, sûrement. Mais bon, j'étais bien placé quand ça s'est passé. Donc, c'était peut-être pas si utopique que ça, quoi. Alors, tu vas abandonner au Cap-Vert et aujourd'hui, la plupart des marins qui abandonnent au Cap-Vert, il y en a un ou deux par Vendée Globe, grand maximum, ils rentrent en cargo, ils ramènent le bateau. Toi, tu vas traverser. Ouais, alors, c'était pas tout à fait ça parce que comme moi, j'avais pas fini de payer certaines factures dans les voiles, tu voulais pas refaire la quille et tout ça. Si. Je me suis dit, je suis quelqu'un de très honnête, donc en fait, je vais retourner en France pour aller régler certains soucis qui étaient urgents, que j'ai pas réussi à régler avant de partir, quoi. Et puis, c'est un préparateur de bilou.
Et puis des deux copains à moi, un copain et une copine à moi qui ont amené le bateau en Guadeloupe. Alors du Cap-Vert en Guadeloupe, toi, c'est pas très long et puis c'est pas très compliqué à faire. Et voilà. Et le temps que je règle mes trucs les plus urgents et puis après, je suis reparti en Guadeloupe pour prendre le bateau avec un copain qui s'appelait Christophe Lebas, quoi, qui était un figariste et puis quelqu'un de l'Esconil, quoi, pour monter le bateau à New York. Parce que tout de suite, t'as l'idée de faire le record, quoi. Ouais. En fait, tout de suite, je me suis dit, c'est con de rentrer au pré, quoi. Bah oui. Et puis après, du coup, si je ne rentre pas au pré, ben, tu arrives tout de suite quasi sur le parcours du record, quoi. Et puis, je m'étais souvenu de Giovanni Soldini qui avait essayé ça. C'était pas très bien fini. Ils avaient perdu un mec, d'ailleurs. Et c'est routé par Pierre Lanier. Et Pierre Lanier, je l'appelle en lui demandant si c'était complètement crétin de penser à battre le record de l'Atlantique en plein hiver, quoi. Il fait pas très beau, quoi. Atlantique Nord. Atlantique Nord. Il me dit non, c'est une bonne idée, il y a un moyen de faire, quoi. Par contre, là, il sortait du mauvais souvenir avec Giovanni, là où ils ont. Et il me disait, si jamais il faut l'arrêter, le record, moi, je veux bien t'aider. Par contre, s'il faut l'arrêter, si je te dis de l'arrêter, il faut l'arrêter, quoi. Tu vois, s'il faut partir au sud et puis quitter les zones dangereuses, quoi. Ce que je dis, bon, très bien, ouais, moi, je suis d'accord. Et du coup, on a commencé un stand-by à New York. On est arrivé au pied des deux Twin Towers là, qui sont tombés, là. Et c'était un samedi, il n'y avait personne. Hein, et le lundi matin, je vais au port, ils me disent le prix du port. Là, j'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas rester là. Donc, on trouve un endroit sur Long Island assez éloigné. Et puis là, on fait un stand-by, on prépare le bateau. Et c'était prévu déjà de faire ça avec Christophe Lebas, un autre figariste qui s'appelait Titou, Jean-Baptiste Lolivier. Non, Jean-Baptiste Lolivier, il est venu après coup, mais il y a Vincent Rioux qui devait venir. Et Vincent Rioux, d'un coup, il était obligé de rester parce qu'il préparait le bateau c'était l'équipe technique de Mijdej, qui était en train de gagner le Vendée Globe. Galère de moteur, là, donc il n'a pas pu venir. Et après, j'ai demandé à Pascal Bidégory qui était d'accord de venir, mais qui n'avait pas de passeport. Et puis finalement, c'est Titou qui est venu. Et puis l'autre, c'était Franz, le préparateur de Bilou qui avait amené le bateau en Guadeloupe. D'accord. Qui connaissait déjà un peu. Donc vous allez battre le record. Donc on partait pour ça et puis on a battu le record. Alors pas de beaucoup, hein, juste de 3 heures, mais surtout ça donne des photos. Ça donne une photo extraordinaire. Hein, c'est des photos de. C'était Thierry Martinez, voilà, c'est ça, exactement. Et puis ça a donné des vidéos. C'était Laurent Cadoré qui cadrait. Voilà, et donc ça donne ces images incroyables, hein, deux super bigous sous tourmentin orange fluo avec 3 riz dans la grand malle. 3 riz, voilà. Le record de l'Atlantique Nord, qui font le tour du monde, hein, des revues nautiques parce que les images sont incroyables. Ouais. Et c'est pendant le Vendée Globe, donc du coup je suis arrivé avant qu'ils aient fini le Globe, quoi. En fait, c'est voilà. Donc, et puis même quand on abonne le Vendée Globe, on peut encore faire des trucs pendant le Vendée Globe, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis là, j'étais en contact avec. En fait, j'avais déjà été en contact avec une entreprise suisse qui s'appelait Bob's Group, qui pour sponsoriser, mais c'était trop tard pour le Globe. Et en fait, ils voulaient. Et eux, ils m'ont recontacté après ce record. Et puis, c'est grâce au record qu'ils te recontactent ? Ils étaient déjà en contact avec mon équipe, mais je pense que le record a fini de convaincre, quoi. Voilà. Et puis, du coup, ils s'associent à Armor Lux pour participer à Randolon, l'ancien BOC, quoi. Alors voilà, donc du coup, là, c'est le début d'une autre histoire, parce que tu vas beaucoup faire cette course, tu vas la faire 2 fois, tu vas la gagner 2 fois. À l'époque, Randolon, donc là, on passe à l'année 2002, hein, de mémoire. 2002, ouais. 2002. À l'époque, ça représente quoi, Randolon ? Explique-nous un petit peu. Ça représente parce qu'à l'époque, il y avait 2 tours du monde, c'était le Globe et le BOC qui s'alternaient, quoi. En fait, c'était tous les 2 ans, il y avait un tour du monde. Ah.
Et le BOC, longtemps, a été... D'abord, le BOC est un peu la matrice du Vendée Globe. Une partie des coureurs du BOC, dans les années 80, vont créer le Vendée Globe. Ouais. L'histoire a été maintes fois racontée. Bah ouais. Mais du coup, le BOC, à l'époque, est très, très couru. Enfin, il y a tous les coureurs qui... C'est quasiment une course de préparation pour le Vendée Globe. Enfin, c'est pas le dénaturer à l'époque pour ça, mais les Christophe Auguin... C'est une autre course, en fait, et je suis pas sûr qu'ils préparaient vraiment le Globe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, mon expression maladroite, mais c'est plutôt les marins qu'on retrouve sur le Vendée Globe, en général, ont couru le BOC avant, quoi. Ouais. Voilà. Et à un niveau sportif... bah c'est une course qui était géniale, hein. Je veux dire, c'était... C'est le Tour du monde avec escale. 4 ou 5 escales. Ouais. Le problème, c'est qu'on fait des grandes étapes, hein. Je veux dire, c'est comme... je dirais la deuxième étape de Rondelone, c'était on partait d'Angleterre, on allait à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc ça fait une énorme navigation qui est une course en soi, quoi. Et après, ça s'arrête, on fait un chantier complet du bateau, voilà. Et après, ça repart pour une autre grande course. C'est comme si on faisait, je sais pas moi, 5 ou 6 doubles routes du Rhum en 6 mois, quoi. En 6 mois, ouais. Et la complication, là, c'était vraiment d'arriver à se remettre dans la course, quoi, parce qu'on s'en sort, quoi. Je veux dire, quand l'étape s'arrête, quoi, on sort de la course, on travaille sur le bateau, machin, mais après, il faut s'y remettre, quoi. C'est pour ça qu'ils créeront les coureurs du BOC 86. C'est pour ça qu'ils créeront le Vendée Globe, pour ne pas avoir à se replonger. Peut-être pour ça, ouais. Pour ne pas avoir à se replonger à chaque fois, quoi. Après, le Globe est devenu une course, elle est plus simple à comprendre pour tout le monde, quoi. Mais elle est plus compliquée à atteindre parce que il y a pas d'arrêt technique, quoi. Je veux dire, la complication est différente, quoi. Et donc là sur cette première participation, tu vas gagner 4 étapes sur 5. Ouais. Tu vas vraiment dominer la course. Quel souvenir tu gardes de cette première victoire? Parce que les escales, c'est aussi des moments où vous vous retrouvez entre vous. Ça fait parce que c'est pas des escales dégueu. C'est Cape Town, c'est l'Australie, c'est le Brésil. On est parti de New York, on était à Torbay, c'est le sud de l'Angleterre. Après Cape Town, après Tauranga, Nouvelle-Zélande, après Salvador de Bahia, sauf erreur, et ensuite ça finissait à Newport, enfin juste au-dessus de New York, quoi. Mais c'était un super voyage. Les gens qui travaillent autour du bateau, ils étaient contents. Ils étaient contents, mais ils faisaient une aventure incroyable, quoi. Et puis, c'était une course dure, quoi. Aussi mentalement, parce qu'en fait, on dit que je l'ai survolé, mais c'est vrai que j'ai passé une grande partie en tête, quoi, mais ça se courait au point, quoi. Ah oui. Et comme Donc, tu peux coller une semaine sur une étape, ça sert à rien, quoi. Ah ouais, ça sert à rien. D'ailleurs, ce que j'avais fait, quoi, c'était, il y avait une grosse dépression dans laquelle j'avais été un peu dans le centre pour chercher la bascule, quoi. Et j'avais collé 3 jours aux autres au cap, quoi. J'avais vraiment beaucoup d'écart, mais en fait, ça servait à rien. Parce que c'est juste à assurer la première place, mais à part ça, rien, quoi. Je veux dire, Et le problème, c'est que Thierry Dubois, il a été tout le temps deuxième. Et une fois premier, quoi. Et du coup, il n'y avait pas d'écart. Il n'y avait pas beaucoup d'écart. Ouais. Donc, je pouvais tout perdre. J'aurais pu passer le tour du monde en tête et le perdre sur la dernière étape. Ouais. Et donc, c'était dur, quoi. C'était dur mentalement. C'est un peu un Figaro autour du monde, quoi. Ouais. Mais par contre, je garde des super souvenirs du voyage. Et puis après, c'est la première course que je gagne vraiment avec un bateau que j'ai construit. Et c'était magique, quoi. Ouais. Alors, ta condition, entre guillemets, s'est améliorée. Il y a l'arrivée d'un deuxième sponsor, il y a un peu plus d'argent, le bateau a été fiabilisé. Oui, on avait changé le mât, on a dû changer de quille aussi. On a fait tout un boulot de finition du bateau, quoi. Donc, le bateau, il était bien, hein, on n'avait pas changé de quille encore. Au départ du Vendée, il était quand même un peu brut de décoffrage, quoi. Ah ouais, mais là, je me souviens, j'avais racheté les chandeliers de Bilou, qui étaient en titane. Alors, je dis titane, c'est avec ça, avec ça, je vais gagner la course, quoi. Les chandeliers. Mais il n'y en avait aucun qui tenait, quoi. Il n'y avait aucun, toutes les soudures lâchées, quoi. Je veux dire, c'était un drame, ce truc. Et tout ça, c'est pour ça qu'il les vendait. Sûrement.
Mais sans chandelier, aller au large, c'est le bazar. Si on regarde les photos d'ailleurs de l'arrivée du record, les voiles, elles pendent dehors à cause de ça, quoi. Il n'y a plus de chandelier. C'est la Coupe de l'Amérique. Tu vas d'ailleurs à l'issue de Ronaldo, tu vas rebattre le record de l'Atlantique, mais en solitaire cette fois. C'est pas à l'issue, Pas c'est l'issue, pendant. ou c'est pendant. Ah, pendant. C'est la première étape, elle faisait le trajet du record, parce qu'on partait de New York, donc on passait l'Isard. Ah, très bien, j'avais pas. Puis on allait à Torbay, donc on passait, on passait comment dire, Ambrose Light à New York, quoi. Et puis en allant à Torbay, on passait l'Isard, quoi. Donc du coup, ils s'étaient préparés à valider si jamais on battait le record. Et donc je l'ai fait, j'ai battu le record, mais en course, quoi. Donc pas choisi il n'y avait pas stand-by, quoi. À l'issue de cette première édition d'Iron Alone, alors tu vas me préciser aussi, il y a l'arrivée d'un nouveau sponsor. Après Iron Alone, à la fin, c'est l'arrivée de Poujoula. Ouais, alors c'était pas tout de suite. Là, je savais dès. Quand je dis à l'issue, c'est chronologique, hein, c'est juste après. Je savais dès Salvador, alors, le Ronaldo n'était pas fini, que Bob's Group allait s'arrêter, quoi. En fait, ils étaient venus là pour plusieurs raisons, dont pour lancer une personne suisse qui avait peut-être potentiellement du mal à trouver des sous. Et puis de la pub interne. Enfin, il y avait tout un tas de raisons. Et par contre, ils avaient atteint leur objectif, quoi. Donc, ils s'arrêtaient. Après, j'ai eu un peu de mal parce que du coup, je ne savais pas chercher, moi, de sponsors. En fait, ils sont toujours... Il y en a... J'ai d'abord été contacté par une personne qui me proposait des trucs, mais ça ne me réglait pas mon souci parce que j'étais pas... Et c'était déjà Poujoula qui m'avait contacté. Mais je ne savais pas. C'était anonyme. Et ensuite, ils ont essayé de rentrer par un autre biais, par le biais d'Armor Luxe, quoi. D'accord. Et puis c'est Armor Luxe qui m'a dit, nous, il y a potentiellement un sponsoring qu'on peut mettre en place, machin. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Poujoula, ouais. D'accord. Que j'ai commencé par refuser d'abord au début parce que il n'y avait pas assez de... En fait, je réglais pas mes dettes, quoi. J'ai mis 20 ans à régler ces dettes. Les dettes du premier Vendée ? J'ai fini de payer ce bateau 20 ans après. Ah oui. Donc Alan Roura, il était en course que j'avais pas, que je payais toujours Super Bigou, quoi. Ah oui. Ah oui, quand même. Ça permettait de courir, quoi, mais ça, comme j'ai pas emprunté à une banque, on tenait pas compte de ça, quoi. D'accord. Donc en fait, ça a pris des plombs, quoi. Et puis les budgets, je les ai réunis mais tard, quoi. Alors ça me permettait de courir, quoi. J'avais des partenaires, quoi, mais qui faisaient pas tout, quoi. Ah, qui ne payaient pas l'amortissement du bateau, enfin plutôt les crédits du bateau. Ouais, et puis comme on faisait les travaux nous-mêmes, on ne payait pas de chantier, donc c'était souvent longtemps des budgets ric-rac, quoi, mais qui permettaient de courir, quoi. Alors du coup, quand Poujoula arrive, quand même, ça change un peu aussi la dimension du projet. Enfin, progressivement, progressivement, ouais. Alors le projet va s'étoffer. Eux, ils sont venus pour. Parce qu'ils vont rester. Enfin, ils vont rester 17 ans. Hein. Ouais. Alors, eux, ils sont venus au début pour participer au Globe en 2004. Donc là, on a fait toute la préparation du Globe 2004. Dont la Transat anglaise, et pendant la Transat anglaise, je perds ma quille, quoi. Un problème de structure sur la nouvelle quille, quoi, et je la perds, quoi. Voilà. Et j'étais en tête de la course, et je chavire, quoi. Et puis le temps de ramener. Donc c'est la Transat, enfin c'est la Transat, ça s'appelle encore la Transat anglaise. En 2004, ouais. Et c'est la course qui est 4 mois avant le départ du Vendée Globe, en juin 2004, quoi. Donc là, c'est impossible de prendre. Alors, à un moment donné, il y avait une possibilité de courir sur un bateau qui s'appelait Pindar. Et c'est les sponsors qui n'ont pas réussi à s'entendre, en fait, entre eux, quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'est pas fait. Mais j'avais été chercher avec Emma Thompson, qui était skipper de Pindar, normalement, quoi. Alors, c'était un plan... C'était un plan Murphy-Owen. C'était un bateau qui s'appelait Hexagon pendant Ronaldo, qui était avec le frère de Grant Dalton. D'accord. Graham Dalton, ouais. Et qui était un très bon bateau, hein, qui était pas censé faire le Globe au début. Et puis, du coup, j'avais quand même qualifié au niveau des 1000. Moi, j'étais qualifié, quoi. Voilà, donc, mais bon, ça s'est pas fait. Et du coup, voilà, et retour maison, et
C'est vrai quand même, parce que c'est toute une préparation qui... Ah ouais, bah ça s'est tombé. Là, les gens me disent que j'ai fait 3 Vendée Globe, mais pour moi, j'en ai fait 4, quoi. Parce que le Vendée Globe, pour moi, c'est la préparation, quoi. La campagne globale, quoi. La campagne globale, quoi. Mais en fait, tu vis, tu manges, tu respires, Vendée Globe, quoi. Toi, par exemple, Jérémy, ça fait 4 ans qu'il pensait qu'au Globe, quoi. Mais s'il n'avait pas pu prendre le départ, il peut dire, il a quand même fait le Globe, quoi. Je vais dire, c'est parce que le Globe, c'est la préparation. Après, au final, ça n'est que 80 jours sur 4 ans de prépa, quoi. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, en fait, courir, quoi. Après, avec ce que ça comporte comme aléa, quoi, mais c'est quand même la cerise sur le gâteau. Voilà, nous allons laisser Bernard Stamm se remettre de ce Vendée Globe 2004-2005 avorté, avant qu'il n'enchaîne sur de nouvelles aventures, tout aussi tumultueuses, aventures que vous découvrirez dans la deuxième partie de cet épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement. Merci également à nos amis de Carver, partenaires de cet épisode. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, publiée chaque vendredi à 17h, ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.